Étienne Dubois errait dans les couloirs du lycée de Cressebois comme un fantôme, sa silhouette frêle, à peine remarquée par les élèves qui le bousculaient, indifférents à sa présence. À 16 ans, il dépassait à peine le mètre 65, son teint pâle semblant presque transparent sous les lumières vives, et de lourdes ombres sous ses yeux lui donnaient un air de fatigue perpétuelle. Son fort accent breton rendait chaque mot étrange et inhabituel pour ses camarades français, et ses vêtements de seconde main pendaient lâchement sur son corps mince, le désignant instantanément comme un étranger. Cela ne faisait qu'un mois qu'Étienne et sa tante étaient arrivés dans ce village endormi de Normandie, fuyant une histoire que personne au lycée de Cressebois ne pourrait jamais comprendre. Sa tante cumulait 2 emplois à la boulangerie du coin, gagnant à peine de quoi les loger dans leur minuscule chambre au-dessus de la laverie automatique. Étienne restait seul, ne parlait que lorsque c'était nécessaire et essayait de disparaître dans le décor de la vie adolescente qui lui paraissait si étrangère. Mais disparaître était impossible quand on était le seul élève de l'école à sursauter au moindre bruit fort, à dévorer chaque repas comme si c'était le dernier et à se déplacer avec la prudence et la lenteur de quelqu'un qui avait appris très tôt qu'attirer l'attention signifiait souffrir. La première fois que Maxime Lemaire le remarqua, Étienne était assis seul au bord du terrain de sport, mangeant tranquillement son déjeuner préparé tout en étant absorbé par un vieux livre abîmé. Maxime était tout ce qu'Étienne n'était pas, grand, fort, avec le genre d'assurance naturelle qui vient du fait de n'avoir jamais eu à se soucier de manger. Il était le star de l'équipe de foot et son père possédait la plus grande entreprise de bâtiment de la ville. Quand Maxime décidait que quelqu'un méritait son attention, c'était rarement bon signe. « Alors le Breton !» ricana Maxime, utilisant le surnom qu'il avait donné à Étienne dès son premier jour. « Tu vas finir ton sandwich ou quoi ?» Étienne leva lentement les yeux, ses yeux vert clair croisant ceux de Maxime pendant une fraction de seconde avant de retourner à son livre. Il fit glisser le sandwich sur la table sans un mot, espérant que cela s'arrêterait là. Mais Maxime ne s'intéressait pas au sandwich. Il s'intéressait à la réaction, à la façon dont le dos d'Étienne se raidissait, à la façon dont ses doigts se serraient presque imperceptiblement. Maxime avait toujours obtenu ce qu'il voulait, et en ce moment, il voulait se divertir. « Qu'est-ce qui se passe, le Breton? T'as perdu ta langue ?» Maxime éclata de rire, et ses copains, Kevin Garnier et Antoine Roux, se joignirent à lui. Kevin était presque aussi grand que Maxime, avec la même méchanceté, mais moins de créativité. Antoine était plus petit, le genre de gamin qui traînait avec les brutes parce que c'était plus sûr que d'être leur cible. Étienne ferma soigneusement son livre, le glissa dans son sac usé et commença à partir. Mais Maxime n'en avait pas encore fini avec lui. « Tu vas où, le pêcheur? On fait connaissance, c'est tout. » La façon dont Maxime prononça « pêcheur » le faisait sonner comme une insulte. D'autres élèves commençaient à faire attention, se retournant sur leur siège pour regarder. Étienne sentit le nœud familier dans son estomac, les vieux instincts refaisant surface. Dans une autre vie, dans un autre endroit, il aurait déjà calculé la distance jusqu'aux sorties, identifié des armes improvisées, évaluer le niveau de menace de chaque adversaire. Mais ce n'était pas cet endroit, et il n'était plus cette personne. Du moins, il essayait de ne plus l'être. « Je dois aller en cours », dit doucement Étienne, son accent épais de crainte. « Il doit aller en cours », imita Maxime, traînant sur les voyelles avec un accent breton exagéré. « Il doit aller en cours, le pêcheur breton ». Les rires des tables environnantes étaient comme un coup de poing physique. La prise d'Étienne se resserra sur la sangle de son sac et pendant un instant, ses yeux brillèrent d'une lueur glaciale et dangereuse. Mais il se força à se détourner, à marcher vers la sortie du terrain de sport d'un pas décidé. C'est alors que Kevin tendit sa jambe. Étienne tomba lourdement, son sac s'ouvrant lorsqu'il heurta le sol. Des livres s'éparpillèrent sur le trottoir et son journal bien usé s'ouvrit, révélant des pages couvertes d'écriture bretonne. Les rires étaient encore plus forts maintenant et quelqu'un commença à applaudir. « Oups !» dit Kevin, en souriant avec suffisance.
Désolé, le Breton, je ne t'avais pas vu. Étienne ramassa ses livres en silence, le visage brûlant de honte. Alors qu'il attrapait son journal, Maxime marcha dessus, enfonçant son talon dans les pages. « C'est quoi ça, le Breton? Des lettres d'amour à tes vaches ?» Le journal était la seule chose qu'il lui restait d'avant, rempli des recettes de sa tante et des contes de sa région. Le voir sous la chaussure de Maxime fit jaillir en lui une vague de fureur si intense qu'elle brouilla sa vision. Ses doigts se contractèrent, la mémoire musculaire essayant de prendre le dessus. Mais il ne pouvait pas, il ne voulait pas. Sa tante lui avait fait promettre. « S'il te plaît, » implora Étienne, levant les yeux vers Maxime. « S'il te plaît, rends-moi mon journal. » La supplique sembla satisfaire quelque chose chez Maxime. Il leva le pied et recula, regardant Étienne ramasser soigneusement le journal endommagé et le serrer contre sa poitrine. « À plus tard, le Breton », dit Maxime, et il y avait une menace dans sa voix qui glaça le sang d'Étienne. Le schéma était établi ce jour-là. Maxime et ses amis trouvaient Étienne entre les cours, dans les couloirs, parfois même dans les toilettes. Il faisait tomber ses livres de ses mains, se moquait de son accent, l'appelait breton ou pêcheur ou campagnard. Il lui demandait s'il regrettait sa ferme, s'il savait faire du cidre, s'il cachait un trésor. Étienne endurait tout cela en silence. Il nettoyait tout ce qu'ils avaient sali, ramassait tout ce qu'ils avaient fait tomber et continuait son chemin sans une plainte. Il ne se battait jamais, n'élevait jamais la voix, ne les regardait même jamais dans les yeux plus d'une seconde. Les autres élèves regardaient cela se produire avec le genre de curiosité détachée habituellement réservée aux documentaires animaliers. Certains d'entre eux avaient pitié du garçon breton tranquille, mais pas assez pour s'impliquer. S'impliquer signifiait devenir une cible, et tout le monde savait qu'il était plus sûr d'être un spectateur qu'une victime. Madame Dubois, son professeur d'histoire, remarqua les coupures de plus en plus fréquentes sur ses jointures, la façon dont il sursautait quand quelqu'un élevait la voix. Elle l'appela à part après le cours un jour, sa voix douce d'inquiétude. « Étienne, est-ce que tout va bien chez toi? As-tu du mal à t'adapter à l'école ?» Il la regarda avec ses yeux clairs et anciens et hocha lentement la tête. « Tout va bien, Madame Dubois, merci de demander. » Elle voulait insister, voulait aider, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui la dissuada. Quelque chose qui suggérait qu'il avait appris il y a longtemps qu'on ne pouvait pas toujours faire confiance aux adultes pour vous protéger. Le point de rupture survint un mercredi après-midi de fin novembre. Étienne se rendait à son casier après la dernière sonnerie, se réjouissant du week-end, de 2 jours de solitude bienheureuse. Mais Maxime et sa bande l'attendaient et ils avaient amené des renforts. « Alors, le Breton !» cria Maxime, sa voix résonnant dans le couloir presque vide. « On parlait justement de toi. » Étienne s'arrêta de marcher, mais ne se retourna pas. Il pouvait les entendre se rapprocher, pouvait compter leurs pas, pouvait sentir le mélange d'eau de Cologne et de sueur qui semblait les suivre partout. « On se demandait, » dit Kevin, se déplaçant pour bloquer le chemin d'Étienne vers la sortie, « si c'est vrai ce qu'on dit sur les Bretons et l'alcool. »« Ouais, » renchérit Antoine, encouragé par la présence des garçons plus âgés. « J'ai entendu dire que vous étiez fait en cidre ou un truc comme ça. C'est vrai, le Breton ?» La mâchoire d'Étienne se serra, mais il ne dit rien. Il essaya de contourner Kevin, mais le garçon plus grand se déplaça pour le bloquer à nouveau. « Allez, le Breton !» dit Maxime, sa voix prenant un ton dangereux. « On est juste curieux. Tu ne parles jamais à personne, tu ne nous dis jamais rien sur toi. On essaie d'être amicaux, là. »« Je veux rentrer chez moi, » dit doucement Étienne. « Chez toi ?» Maxime éclata de rire. « Tu veux dire en Bretagne ? Ouais, on veut tout ça aussi, mais puisque t'es coincé ici avec nous, les Français, tu pourrais au moins répondre à nos questions. » Le groupe s'était agrandi maintenant, d'autres élèves attirés par la promesse de divertissement. Quelqu'un avait sorti son téléphone, en train d'enregistrer. Étienne pouvait se voir tel qu'il le voyait, petit, étranger, impuissant. La colère familière montait dans sa poitrine, mais il la refoula comme sa tante lui avait appris.
La violence n'est jamais la solution, petit faucon, disait-elle en utilisant son surnom d'enfance. La violence est ce qui nous a chassés d'ici. La violence est ce que nous avons laissé derrière nous. Mais alors qu'Étienne se tenait là, entouré d'adolescents qui ne le voyaient que comme une blague, il pouvait sentir le petit faucon s'agiter en lui. La partie de lui qui avait appris à survivre dans des endroits où la gentillesse était une faiblesse et la vulnérabilité signifiait la mort. « J'ai entendu dire, continua Maxime, sa voix portant clairement dans le couloir, que ton père était une sorte de terroriste. C'est pour ça que t'es là, non? Ta famille a été chassée de Bretagne. » Les mots frappèrent Étienne comme des coups physiques. Son père avait été beaucoup de choses, mais terroriste n'en était pas une. Il avait été un homme courageux qui avait essayé de protéger sa communauté, essayé de défendre ceux en quoi il croyait. C'est ce qui l'avait fait tuer, et ce qui avait envoyé Étienne et sa tante fuir à travers la mer jusqu'à ce petit village normand. « Mon père était un homme bon, » dit Étienne, sa voix à peine audible. « Bien sûr que oui, » ricana Maxime. « C'est pour ça que t'es ici au lieu d'être là-bas, non ? C'est pour ça que tu t'habilles comme un mendiant et que ta tante travaille dans cette boulangerie crasseuse ?» Le cercle d'élèves grandissait et Étienne pouvait entendre leurs chuchotements, leurs ricanements. Il pouvait voir certains d'entre eux filmer avec leur téléphone, capturant son humiliation pour la postérité. Ses mains tremblaient maintenant, et il les serra en poing pour le cacher. « Tu sais quoi ?» dit Maxime, ses yeux s'illuminant d'une inspiration soudaine. « Je pense qu'il est temps de tester cette théorie sur les Bretons et l'alcool. Vous en pensez quoi ?» L'accord fut immédiat et enthousiaste. Avant qu'Étienne ne puisse réagir, de fortes mains attrapèrent ses bras et il se retrouva traîné vers l'arrière de l'école. Il ne se débattait pas encore. Il savait que se débattre ne ferait que les exciter davantage, les rendre plus violents. Ils le traînèrent jusqu'au quai de chargement derrière la cantine où le grand réfrigérateur industriel se dressait comme un géant de métal. Il était utilisé pour stocker les livraisons de lait, assez grand pour y entrer, avec une porte épaisse qui se fermait hermétiquement pour garder le froid à l'intérieur. « Parfait !» dit Maxime, sortant son téléphone pour enregistrer. « On va voir à quel point notre petit breton est vraiment dur à cuire. » Étienne sentit le calme familier s'installer en lui, alors qu'il le forçait vers le réfrigérateur. C'était le même calme qu'il avait ressenti dans les cellules, quand les gardes venaient le chercher au milieu de la nuit. Le même calme qu'il avait ressenti quand il le jetait dans l'eau glacée, dans des cuves si froides que la plupart des hommes craquaient en quelques minutes. Il ne savait pas. Ils ne pouvaient pas savoir. Pour eux, il n'était qu'un gamin maigre de 16 ans qui avait trop peur de se défendre. Ils n'avaient aucune idée qu'il avait passé 2 ans dans des endroits qui faisaient ressembler leurs pires cauchemars à des histoires pour enfants. « S'il vous plaît, » dit-il, et sa voix portait juste ce qu'il fallait de peur. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » C'était ce qu'il voulait entendre. Le sourire de Maxime s'élargit et il fit signe à Kevin et Antoine d'ouvrir la porte du réfrigérateur. L'air froid s'échappa en un brouillard visible, et Étienne put voir la condensation recouvrant les étagères métalliques à l'intérieur. « Ne t'inquiète pas, le breton, » dit Maxime, positionnant son téléphone pour obtenir le meilleur angle. « On te laissera sortir dans quelques minutes, juste assez longtemps pour voir si t'es aussi dur à cuire que tu prétends l'être. » Ils le poussèrent à l'intérieur et la lourde porte claqua avec un bruit de coup de feu. Étienne entendit le clic du loquet extérieur, entendit leur rire résonner à travers les murs métalliques, entendit Maxime dire à tout le monde de se taire pour qu'il puisse l'entendre supplier qu'on le laisse sortir. Puis il y eut le silence. Étienne se tenait dans l'obscurité, respirant lentement et régulièrement. La température dans le réfrigérateur était peut-être de 0 degré, assez froid pour être inconfortable, assez froid pour provoquer des frissons et de l'inconfort en quelques minutes. Mais Étienne le sentait à peine. Il avait été dans des endroits plus froids, bien plus froids. Il avait passé des semaines dans des tunnels inondés où la température de l'eau oscillait juste au-dessus du point de congélation,
où les murs étaient glissants de crasse et où chaque respiration donnait l'impression d'inhaler des aiguilles. Il avait appris à contrôler sa température corporelle, à conserver son énergie, à bloquer l'inconfort grâce à des exercices mentaux que la plupart des gens n'avaient jamais entendus. Dehors, il pouvait entendre Maxime et ses amis attendre, s'attendant probablement à ce qu'il commence à frapper à la porte en quelques minutes, hurlant et pleurant pour être libéré. Il pouvait entendre d'autres élèves se rassembler, attirés par l'excitation de voir le garçon breton bizarre enfin avoir ce qu'il méritait. Mais Étienne ne frappa pas à la porte. Il ne cria ni ne pleura. Au lieu de cela, il trouva une position confortable contre le mur du fond et s'installa pour attendre. 10 minutes passèrent, puis 20. Étienne pouvait entendre des voix confuses à l'extérieur maintenant, des gens se demandant pourquoi il ne faisait pas de bruit. Maxime s'impatientait, sa voix portant clairement à travers les murs métalliques. « Pourquoi il ne dit rien ?» demanda Kevin, et il y avait de l'incertitude dans sa voix maintenant. « Peut-être qu'il s'est évanoui », suggéra Antoine, mais il n'avait pas l'air convaincu. « Personne ne s'évanouit aussi vite », dit Maxime, mais Étienne pouvait entendre le doute s'insinuer dans sa voix. 30 minutes. 40. La foule à l'extérieur s'agitait, et Étienne pouvait entendre des voix de professeurs maintenant, des adultes qui avaient remarqué le rassemblement et posaient des questions. Quelqu'un se disputait pour savoir s'il devait ouvrir la porte, mais Maxime insistait pour qu'ils attendent encore un peu. À la 45e minute, Étienne entendit le bruit qu'il attendait, le clic du loquet extérieur s'ouvrant. La lumière inonda le réfrigérateur alors que la porte s'ouvrait en grand, et une douzaine de visages se penchèrent à l'intérieur, s'attendant à trouver un adolescent frissonnant et en hypothermie implorant grâce. Au lieu de cela, ils trouvèrent Étienne assis calmement contre le mur du fond, sa respiration régulière, sa couleur normale. Il n'y avait pas de givre sur ses vêtements, pas de claquement de dents, aucun signe de détresse. Il leva les yeux vers eux avec ses yeux verts clairs et sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. « C'est tout ?» demanda-t-il, sa voix portant clairement dans le silence soudain. « Chez moi, on appelle ça une douce soirée d'été. » L'effet fut immédiat et spectaculaire. Maxime recula, son visage pâlissant. Les autres élèves commencèrent à chuchoter entre eux, des téléphones apparaissant pour capturer ce moment incroyable. Kevin et Antoine avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Étienne se leva lentement, époussetant la poussière imaginaire de ses vêtements. Alors qu'il marchait vers la porte, la foule s'écarta devant lui comme s'il portait une sorte de peste. Mais il n'en avait pas encore fini, loin de là. « Maxime !» dit-il, sa voix douce mais portant une autorité qui fit se figer tout le monde. « Tu voulais savoir des choses sur mon père? Sur la raison pour laquelle nous sommes venus en France ?» Maxime ne semblait pas pouvoir trouver sa voix. Il se tenait juste là, fixant Étienne, comme s'il regardait quelque chose qui ne devrait pas exister. « Mon père, » continua Étienne, se rapprochant, « était un leader communautaire. Il s'élevait contre les gens qui pensaient être au-dessus des lois, les gens qui pensaient pouvoir blesser les autres sans conséquence. Les gens contre lesquels il s'élevait n'aimaient pas beaucoup ça. » Un autre pas en avant. Maxime essaya de reculer, mais il y avait trop de monde derrière lui. « Ils l'ont tué », dit Étienne, sa voix toujours calme. Mais avant, il voulait envoyer un message. « Alors, ils ont pris son fils de 14 ans, ce serait moi, et ils l'ont mis dans un endroit où les petits garçons vont disparaître. Ils voulaient me briser, faire de moi un avertissement de ce qui arrive quand on défie les puissants. » Le silence était absolu maintenant. Même les professeurs qui étaient arrivés pour disperser le rassemblement avaient cessé de parler, attirés par l'intensité tranquille de la voix d'Étienne. « Pendant 2 ans, continua Étienne, j'ai vécu dans des endroits qui entraient vos rêves. J'ai appris des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à apprendre. J'ai survécu à des choses qui écraseraient la plupart des adultes. Et vous savez ce qui m'a maintenu en vie, Maxime ? » Maxime secoua la tête, incapable de parler. La certitude qu'un jour, quelque part, il y aurait des gens comme toi,
Des gens qui pensent que la force vient de s'en prendre à ceux qui ne peuvent pas se défendre. Des gens qui pensent que le pouvoir signifie infliger de la douleur aux autres. Étienne était assez proche pour toucher Maxime maintenant, assez proche pour que tout le monde puisse voir la différence entre eux. Maxime était plus grand, plus fort, soi-disant plus dur à cuire. Mais à ce moment-là, il avait l'air d'un enfant comparé au garçon pâle et mince qui se tenait devant lui. « Tu veux voir ce que j'ai appris dans ces cellules, Maxime ?» demanda Étienne, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. « Tu veux savoir ce qui arrive quand on pousse quelqu'un qui n'a plus rien à perdre ?» Pendant un instant, il sembla que Maxime allait dire oui. Sa fierté se battait avec sa peur grandissante et Étienne put voir le moment exact où la peur gagna. « Je suis désolé, » balbutia Maxime, sa voix se brisant. « C'était juste une blague, mec. On ne voulait rien dire par là. » Étienne l'étudia pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. « Je sais que tu ne voulais rien dire par là. C'est le problème. Tu blesses les gens parce que tu t'ennuies, parce que ça te fait te sentir important, parce que tu peux. C'est ce qui te rend dangereux, Maxime. Pas ta taille, pas tes amis, pas l'argent de ton père, ton indifférence à la souffrance des autres. » Il se tourna pour s'adresser à toute la foule maintenant, sa voix portant clairement dans l'air de l'après-midi. « Je suis venu ici pour prendre un nouveau départ, pour laisser la violence derrière moi. Ma tante m'a fait promettre d'être meilleure que les gens qui ont blessé ma famille. Pendant 1 mois, j'ai tenu cette promesse. Je vous ai laissé vous moquer de moi, m'humilier, me blesser, parce que je pensais que c'était ça, être meilleur. » Ses yeux clairs balayèrent les visages de ses camarades de classe, et beaucoup d'entre eux détournèrent le regard. Mais j'avais tort. Être meilleur ne signifie pas être un paillasson. Cela ne signifie pas laisser les brutes faire ce qu'elles veulent, parce que se défendre pourrait faire de vous les mêmes qu'elles. Parfois, être meilleur signifie se lever, même quand c'est terrifiant. Surtout quand c'est terrifiant. Étienne recula d'un pas, donnant à Maxime un peu d'espace pour respirer, mais ses yeux ne quittèrent jamais le visage du garçon plus grand. « Tu as un choix à faire, Maxime. Vous tous, vous avez un choix à faire. Vous pouvez continuer à être le genre de personne qui blesse les autres pour se divertir, ou vous pouvez choisir d'être meilleur. Mais comprenez ceci, j'en ai fini d'être votre punching ball. J'en ai fini d'être le punching ball de qui que ce soit. » La foule commençait à se disperser maintenant, les professeurs intervenant pour rétablir l'ordre, les élèves s'éloignant en petits groupes, chuchotant entre eux. Mais Maxime restait figé sur place, fixant Étienne comme s'il le voyait pour la première fois. « Qu'est-ce que tu es ?» murmura Maxime. Étienne réfléchit attentivement à la question. « Je suis quelqu'un qui a survécu à l'enfer pour avoir une chance à une vie paisible. Je suis quelqu'un qui a tout perdu et qui est venu ici en espérant trouver quelque chose de mieux. Je suis quelqu'un qui a été poussé aussi loin qu'il pouvait l'être. » Il fit une pause, puis ajouta « Mais surtout, je ne suis qu'un gamin de 16 ans qui veut qu'on le laisse tranquille. » Alors qu'Étienne s'éloignait, se dirigeant vers l'avant de l'école où sa tante l'attendait pour venir le chercher, il pouvait sentir le poids de dizaines de paires d'yeux sur son dos. Mais c'était différent maintenant. Là où avant, il y avait eu du rejet et du mépris, maintenant, il y avait autre chose. Du respect, peut-être, ou de la peur. Il n'était pas sûr de ce qu'il préférait. Le lendemain, le lycée de Crestbois, c'était un endroit différent pour Étienne Dubois. Les élèves qui ne lui avaient jamais parlé auparavant hochèrent la tête lorsqu'ils le croisaient dans les couloirs. Les professeurs le regardaient avec un nouvel intérêt, comme s'ils le voyaient clairement pour la première fois. Et Maxime Lemaire, la terreur de la classe de première, faisait tout son possible pour éviter tout contact visuel. L'histoire de ce qui s'était passé dans le réfrigérateur s'était répandue du jour au lendemain, prenant de l'ampleur au fil des récits. Certaines versions montraient Étienne en train de méditer comme un gourou. D'autres le montraient en train de faire de la gymnastique dans les températures glaciales. Quelques-uns affirmaient qu'il avait fredonné des chansons à boire bretonne tout le temps. Étienne ne prit pas la peine de corriger aucune des histoires. Qu'il croie ce qu'il voulait croire.
L'important était que personne ne l'appelait plus le Breton. Au déjeuner, il s'assit dans son coin habituel, lisant son livre et mangeant son déjeuner préparé. Mais cette fois, quand quelqu'un s'approcha de sa table, ce n'était pas Maxime ou sa bande. C'était Olivia Dubois, une fille tranquille de son cours d'art plastique qui avait toujours semblé aussi invisible que lui. « Ça te dérange si je m'assois ici ?» demanda-t-elle en montrant le siège vide en face de lui. Étienne leva les yeux, surpris. « Bien sûr, je t'en prie. » Alors qu'elle s'installait sur son siège, elle jeta un coup d'œil autour de la cantine, remarquant la façon dont les conversations se calmaient chaque fois que les gens regardèrent dans leur direction. « Alors, dit-elle avec désinvolture en ouvrant son propre sac à déjeuner, la Bretagne, hein ?» Les lèvres d'Étienne se contractèrent dans ce qui aurait pu être un sourire. En fait, c'était plus comme la Bretagne intérieure, mais c'est assez proche. La Bretagne intérieure, répéta-t-elle pensivement. J'ai entendu dire que c'était magnifique là-bas. Certaines parties le sont, convint Étienne, les parties qui ne sont pas couvertes de champs et de villages. Ils mangèrent en silence pendant un moment, deux enfants invisibles qui étaient soudainement devenus très visibles. Finalement, Olivia reprit la parole. « Tu sais, j'ai toujours pensé que tu avais l'air hanté, dit-elle. Pas effrayé, pas en colère, juste hanté. » Étienne y réfléchit. « Je suppose que je l'étais, que je le suis. C'est dur de tout laisser derrière soi et de recommencer à zéro. Surtout quand les choses que tu as laissées derrière toi n'étaient pas ton choix. Mais tu n'es pas seulement hanté, n'est-ce pas ?» continua Olivia. « Il y a autre chose. Quelque chose que Maxime et ses amis n'ont jamais vu. »« Qu'est-ce que tu penses que c'est ?» demanda Étienne, sincèrement curieux de connaître son point de vue. Olivia prit une bouchée de son sandwich, mâchant pensivement. « De la résilience, je suppose. Pas le genre qui vient de la bravade ou de l'arrogance, mais le genre qui vient d'endurer des choses qui détruiraient les autres. Le genre qui te permet de t'asseoir dans un réfrigérateur pendant presque une heure sans frissonner. Tu penses que ça me rend résilient ?» demanda Étienne. « Je pense, dit Olivia avec précaution, que tu es la personne la plus résiliente de cette école. Peut-être la personne la plus résiliente que j'ai jamais rencontrée, et je pense que tu es aussi le plus seul. » L'observation frappa Étienne plus fort qu'il ne s'y attendait. Il avait été tellement concentré sur le fait de faire profil bas, d'éviter les ennuis, qu'il n'avait pas réalisé à quel point il s'était isolé. Même avant l'incident avec Maxime, il avait dérivé dans ses journées comme une ombre, ne se connectant presque avec personne, ni avec rien. « Peut-être, admit-il, mais je ne suis pas sûr de savoir comment être autre chose. »« Peut-être que tu n'as pas à tout comprendre d'un coup, » suggéra Olivia. « Peut-être que tu peux commencer par être toi-même, le vrai toi, pas la version que tu penses que les gens veulent voir. » Comme si elle était convoquée par leur conversation, Maxime apparut au bord de leur table. Mais ce n'était pas la brute fanfaronne et confiante qui avait tourmenté Étienne pendant des semaines. C'était un Maxime différent, qui avait l'air plus petit, moins sûr de lui. « Étienne, dit-il, sa voix assez basse pour que seul il puisse l'entendre. « Je peux te parler ?» Étienne leva les yeux vers lui, remarquant la façon dont les mains de Maxime tremblaient légèrement, la façon dont il jetait des coups d'œil autour de lui, comme s'il avait peur que quelqu'un le regarde. « Bien sûr, » dit Étienne, en montrant une chaise vide. Maxime s'assit prudemment, comme s'il s'attendait à ce que la chaise s'effondre sous lui. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Maxime s'éclaircit la gorge. « Je veux m'excuser, » dit-il, les mots sortant à la hâte. « Pas seulement pour hier, mais pour tout. Les railleries, les bousculades, tout ça. J'avais tort, et je suis désolé. » Étienne étudia le visage de Maxime à la recherche de signes de tromperie ou de manque de sincérité. Mais tout ce qu'il vit, c'était un garçon de 17 ans qui avait l'air aussi perdu et confus qu'Étienne se sentait la plupart du temps. « Pourquoi ?» demanda simplement Étienne. « Pourquoi quoi ? Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi as-tu décidé que je valais la peine d'être tourmenté ?» Maxime baissa les yeux sur ses mains, luttant pour trouver les mots. « Je ne sais pas.
Parce que je pouvais, je suppose. Parce que tu étais différent, et différent était facile à attaquer. Parce que ça me faisait me sentir puissant. Et maintenant? Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que tu as dit, à ton père, aux cellules, à quel genre de personne je suis. Maxime leva les yeux, croisant le regard d'Étienne. Je ne veux plus être cette personne. Étienne hocha lentement la tête. C'est un début. Je sais que des excuses ne réparent rien, continua Maxime. Je sais que je ne peux pas revenir sur ce que j'ai fait, mais je veux essayer de réparer ça d'une manière ou d'une autre. Comment? Maxime resta silencieux pendant un moment, puis se redressa avec un effort visible. Je veux dire à tout le monde la vérité, sur ce qui s'est vraiment passé hier, sur ce que je t'ai fait, sur quel genre de personne tu es vraiment. Et quel genre de personne suis-je? Demanda Étienne, sincèrement curieux. Quelqu'un qui a traversé l'enfer et qui en est ressorti sans perdre son humanité, dit Maxime. Quelqu'un qui aurait pu me détruire hier, mais qui a choisi de ne pas le faire. Quelqu'un qui est plus fort que nous tous réunis, mais qui n'utilise pas cette force pour blesser les gens. La sincérité dans la voix de Maxime était indubitable, et Étienne sentit quelque chose se déplacer en lui. Pas du pardon exactement, cela prendrait du temps, mais le début de la compréhension. « J'accepte tes excuses », dit finalement Étienne. « Mais comprends qu'il faudra du temps pour que la confiance se développe entre nous. »« Je comprends », dit Maxime, le soulagement étant évident dans sa voix. « Merci de ne pas m'avoir fait ce que je méritais. » Alors que Maxime se levait pour partir, il s'arrêta et regarda Étienne. « Pour ce que ça vaut, dit-il, je suis content que tu sois là. Je pense que cet endroit a besoin de quelqu'un comme toi. » Après son départ, Olivia regarda Étienne avec un respect nouveau. « C'était remarquable, dit-elle. La plupart des gens à ta place auraient voulu se venger. »« La vengeance est tentante, » répondit Étienne, pensant aux mots de sa tante. « Le pardon est plus difficile, mais construire quelque chose de mieux est le plus difficile de tous. » Les semaines qui suivirent apportèrent des changements qu'Étienne n'avait pas anticipés. Maxime, fidèle à sa parole, commença activement à réparer les dégâts qu'il avait causés. Il empêcha ses amis de harceler d'autres élèves, s'opposa aux brutes dans les couloirs et commença même à faire du bénévolat dans le programme de soutien aux élèves. Kevin et Antoine, privés des encouragements de leur chef, trouvèrent que leur goût pour l'intimidation avait considérablement diminué. Ils gardèrent leur distance avec Étienne, mais ils cessèrent également de cibler d'autres élèves vulnérables. Quant à Étienne lui-même, il découvrit que le fait de s'être défendu avait ouvert des portes dont il ignorait l'existence. Les élèves qui l'avaient ignoré auparavant commencèrent à l'inclure dans les conversations, à l'inviter à des séances d'études, à lui demander de l'aide pour des matières dans lesquelles il excellait. Il découvrit qu'Olivia n'était pas la seule à l'avoir observé depuis la touche. Il y avait d'autres élèves tranquilles, d'autres marginaux qui avaient reconnu quelque chose en lui, bien avant l'incident dans le réfrigérateur. Ils formèrent un petit groupe d'amis qui se réunissaient à la bibliothèque pendant le déjeuner, discutant de livres, d'art et des genres de grandes questions que la plupart des adolescents évitaient. Madame Dubois, son professeur d'histoire, l'appela à part après le cours un jour avec une opportunité qui le surprit. « Étienne, dit-elle, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé il y a quelques semaines et j'ai une suggestion à te faire. »« Oui, madame. Je dirige un atelier pour les